Dans ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts, comme l'a si bien noté Benjamin Franklin. Cependant, depuis le début de l'histoire enregistrée, un autre phénomène a été constamment observé à travers la planète. La guerre. L'été 2025 marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dernière grande confrontation qui a touché le monde entier. On estime que 70 à 85 millions de personnes sont mortes durant cette guerre, en faisant le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Cependant, bien que le monde ait connu des périodes relativement paisibles depuis la fin de la guerre, on estime qu'environ 231 millions de personnes sont tout de même mortes à la suite de conflits depuis lors. Et malheureusement, la prochaine grande flambée de violence semble plus proche que jamais. Les conflits mondiaux ont doublé au cours des 5 dernières années, avec 50 pays actuellement impliqués dans des conflits actifs et de nombreux autres conflits potentiels qui couvent, attendant simplement une étincelle pour éclater. Alors, examinons les 5 points chauds, les plus dangereux du monde aujourd'hui, où la menace d'une guerre mondiale qui éclate plane le plus. Nous allons commencer par un conflit qui, bien qu'il se soit peut-être éloigné du bord d'une guerre totale, représente toujours le plus grand danger de devenir quelque chose de bien plus grave. Inde contre Chine. Comme beaucoup de conflits de notre liste, et de la plupart des conflits actifs dans le monde, le différend territorial ou frontalier a déclenché les tensions entre l'Inde et la Chine. Il existe actuellement au moins 150 différends territoriaux et frontaliers dans le monde, répartis sur toute la planète, de l'Antarctique à l'Arctique, des atolls isolés du Pacifique aux vastes steppes d'Asie centrale. La plupart trouvent leur origine à la fin de l'ère coloniale, quand la Grande-Bretagne et la France ont partagé la moitié du monde en traçant des frontières sur des cartes. Les frontières modernes du Moyen-Orient, 80% des frontières de l'Afrique de vastes régions d'Asie, après l'indépendance du Raj britannique et de l'Indochine française, ainsi que les frontières de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont toutes été largement tracées de cette manière. C'est aussi au cœur du différend frontalier entre la Chine et l'Inde. Les deux nations, puissances nucléaires, ont les plus grandes populations mondiales et sont classées 3e et 4e armées, les plus puissantes. Donc, un affrontement à grande échelle entre eux risquerait de dégénérer très rapidement en quelque chose de vraiment grave. La controverse remonte à une convention similaire de 1914 signée entre la Grande-Bretagne et le Tibet, qui a abouti à une frontière traversant l'Himalaya. Surnommée la ligne McMahon, d'après le secrétaire britannique Henry McMahon, il fut le principal artisan de cette frontière. Mais la Chine n'était pas partie à cet accord, et depuis qu'elle a établi des relations officielles avec l'Inde en 1950 et annexé le Tibet la même année, elle conteste la frontière, arguant que le Tibet n'avait pas le pouvoir souverain de signer la convention. Un différend non résolu et persistant s'est développé. La Chine contrôle environ 39 000 km² de territoire à l'ouest de la ligne de contrôle effectif que l'Inde revendique. Et l'Inde administre environ 90 000 km² à l'est, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Les tensions ont augmenté à la fin des années 1950, éclatant en 1962, en un conflit d'1 mois, qui a causé plusieurs milliers de morts des deux côtés. À la fin du conflit, la Chine a instauré ce qu'on appelle la ligne de contrôle effectif, ou ligne de contrôle effectif consolidant ainsi ses avancées. D'autres combats en 1967 ont fait plusieurs centaines de morts parmi les soldats des deux camps. Un affrontement a failli survenir dans les années 1980, la Chine ayant pris un exercice militaire indien pour une attaque. Cependant, à l'exception d'une escarmouche dans la vallée de Gulvan en 2020, qui a entraîné la mort de 20 soldats indiens et de 4 à 43 soldats chinois, la ligne d'arrêt de combat a, pour la plupart, tenu bon, en fait, après l'affrontement dans la vallée de Gulvan. Les relations entre la Chine et l'Inde se sont nettement améliorées, notamment avec un accord en 2024 sur le principal différend à Ledok, la reprise des vols directs et l'assouplissement des restrictions de visa, qui ont permis aux pèlerins indiens de visiter des sites sacrés au Tibet. Après 6 ans d'interruption, les deux pays sont membres fondateurs du Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le 31 août 2025, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi ont promis de régler leurs différends frontaliers lors de la première visite d'État de Modi en Chine depuis l'affrontement de 2020. À première vue,
Les gestes de conciliation de ces dernières années indiquent que les risques de conflit entre ces deux puissances diminuent, et non l'inverse. Cependant, la situation est compliquée par l'instabilité politique croissante dans les pays voisins, où les deux nations ont souvent des intérêts concurrents. Le Népal et le Bangladesh ont connu des renversements de gouvernement par des soulèvements populistes cette année, tandis que le Myanmar reste plongé dans une guerre civile persistante. Avec la hausse des températures et de la soif de sang dans la région, trop de facteurs déstabilisants existent pour tous les citer. Un autre affrontement entre l'Inde et la Chine, dans un avenir proche, surtout si l'on considère l'implication profonde de la Chine dans le deuxième conflit imminent de notre liste, l'Inde contre le Pakistan. La source du conflit reste les frontières dessinées par les Britanniques. Plus précisément, la partition britannique originale de 1947 qui a créé une Inde à majorité hindoue et un Pakistan à majorité musulmane, issue de l'ancienne colonie britannique. Cependant, dans ce cas, contrairement aux différends entre l'Inde et la Chine, on peut affirmer avec force que pour la plupart, les populations des deux nations se détestent véritablement. Des escarmouches ont éclaté depuis que les Britanniques ont découpé le Raj, y compris les guerres de 1965 et 1971, cette dernière ayant abouti à une nouvelle ligne de contrôle entre le Cachemire indien et le Cachemire pakistanais, la principale région contestée. Les deux pays se sont affrontés en 1999, mais ont globalement maintenu la paix depuis 2003, malgré des affrontements sporadiques à la frontière ayant causé des morts. L'Inde accuse toujours le Pakistan de soutenir des activités terroristes sur son territoire. En 2025, la tension a explosé et le monde a retenu son souffle alors que les deux nations échangèrent des salves de missiles et de drones, leurs forces aériennes s'affrontant dans les airs. Le déclencheur a été une attaque terroriste le 22 avril dans la vallée de Bezaran près de Pahalgam, au Jammu et Cachemire, où 5 militants ont tué 26 civils dans une zone touristique populaire avec une sécurité minimale. L'Inde a accusé le Pakistan d'avoir organisé l'attaque via son agence de renseignement, l'Inter-Services Intelligence, en raison de ses liens avec les groupes terroristes Jaish et Mohammed et Lashkar et Taiba, jugés responsables de cette attaque et d'autres. Le Pakistan a rejeté ces accusations, les jugeant infondées et évoquant une possible opération sous fausse bannière. Peu après, missiles, drones et avions de chasse auraient été vus dans les deux sens. Heureusement, après 4 jours, un cessez-le-feu a été déclaré et respecté. Cependant, de nombreux dégâts ont été causés, l'Inde rapportant 15 civils tués et le Pakistan en citant 31, ainsi qu'une estimation de 84 milliards, principalement côté indien pour les dégâts. Le principal risque ici, c'est que les deux camps sont dotés de l'arme nucléaire et ne s'apprécient pas du tout, pour le dire gentiment. Et les chances qu'une guerre conventionnelle dégénère rapidement en échange nucléaire sont très élevées. Le bulletin des scientifiques atomiques estime que le Pakistan possède environ 170 armes nucléaires, tandis que l'Inde en aurait environ 180 compte tenu de leur situation géographique. Les conséquences, même d'un échange nucléaire limité, seraient dévastatrices pour toute la région, qui englobe environ un tiers de la population mondiale. Selon une étude de l'université Rutgers, en 2019, des famines causées par un hiver nucléaire régional pourraient affecter des millions à des milliards de personnes. L'Inde a une armée bien plus grande et puissante que le Pakistan, se classant 4e mondial contre la 12e place pour le Pakistan. L'Inde surpasse largement le Pakistan en effectifs, budget de défense, équipement et atouts stratégiques, surtout en puissance aérienne et navale. L'Inde dispose d'une flotte plus vaste d'avions, de chars et de navires, dont 2 porte-avions, alors que le Pakistan n'en a pas. Concentrez-vous sur l'opération littérale. En cas de conflit majeur, il est probable que le Pakistan doive recourir à l'arme nucléaire pour éviter une lourde défaite. La question étant quand cela arriverait. La situation s'aggrave avec la météo complexe et les partenariats militaires entre les deux nations. Comme déjà indiqué, la Chine est le principal fournisseur militaire du Pakistan, qui entretient aussi de longues relations militaires avec la Russie. L'Inde a des liens militaires profonds avec la Russie, et maintient aussi de longues relations avec les États-Unis et plusieurs puissances européennes. Donc le potentiel d'un conflit majeur entre l'Inde et le Pakistan
Le risque qu'une guerre mondiale éclate en entraînant d'autres grandes puissances reste élevé. Maintenant, le prochain point chaud susceptible de dégénérer en une grande guerre dans un avenir proche se trouve également en Asie et concerne un différend territorial. Cependant, cette fois-ci, les Britanniques n'ont joué qu'un rôle marginal dans le différend. Le territoire concerné n'est pas limité à la frontière, mais s'étend à tout le pays. Sont l'un des belligérants possibles dont nous parlons. La Chine contre Taïwan. Au cœur du conflit se trouve un différend juridique datant de l'après-Seconde Guerre mondiale. Bien que la racine historique des problèmes entre l'île et le continent remonte à des siècles, voire à quelques millénaires. La Chine affirme que, légalement, Taïwan est un territoire chinois selon les termes de la déclaration du Caire de 1943 et de la déclaration de Potsdam de 1945. Elle soutient que ces déclarations de guerre émises par la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont exigé le retour des territoires saisis par le Japon, y compris Taïwan, après la Seconde Guerre mondiale. Pékin affirme aussi que la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de 1971, qui a transféré le siège de la Chine de Taipei à Pékin, a réglé la question de la souveraineté de Taïwan, affirmant qu'il n'existe pas deux Chines, ni une Chine et une Taïwan. Après la reddition du Japon en 1945, la République de Chine, comme on l'appelait alors, a pris le contrôle administratif de Taïwan. Puis une guerre civile a éclaté en Chine entre le gouvernement nationaliste et le Parti communiste chinois. En 1949, le gouvernement nationaliste vaincu s'est installé à Taïwan, tandis que les communistes ont fondé la République populaire de Chine sur le continent. Depuis lors, sans avoir déclaré son indépendance, Taïwan est administré séparément de la République populaire de Chine avec ses propres institutions démocratiques, armée et économie. Les sondages montrent qu'environ 10 à 15% soutiennent une réunification totale avec la République populaire de Chine, tandis qu'environ la moitié préfère une indépendance complète. Cependant, la Chine maintient toujours que Taïwan lui appartient et qu'elle la récupérera tôt ou tard, même par la force si nécessaire. Outre ces revendications juridiques et historiques sur l'île, il existe une autre raison pressante pour laquelle la Chine cherche désespérément à obtenir le contrôle total de l'île. Les États-Unis sont profondément impliqués à Taïwan depuis sa création, supervisant sa transition de la domination coloniale japonaise aux nationalistes en 1949 et entretenant des liens militaires étroits. Les États-Unis ont maintenu une forte présence militaire sur l'île, avec des milliers de soldats, jusqu'en 1979, date de la normalisation avec la République populaire de Chine. Depuis lors, les États-Unis ont fourni plus de 75 milliards de dollars de ventes d'armes à Taïwan, avec des livraisons cumulées s'étalant sur plusieurs décennies. Cela inclut des chasseurs F-16V modernisés, des systèmes de défense aérienne MIM 104 Patriot et NASAMS, des chars M1A2 Abrams, des missiles Harpoon, des drones Switchblade Six Sense et d'autres armements avancés. De plus, bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable pacte de défense mutuelle, le Taiwan Relations Act engage les États-Unis à maintenir la capacité de l'île à se défendre elle-même. Les États-Unis viendront sûrement à son aide. La Chine n'apprécie pas d'avoir, selon elle, une importante base avancée américaine à seulement 130 km de sa côte. Pour être juste, les États-Unis n'ont pas permis à Cuba, qui se trouve à seulement 145 km de la Floride, de devenir le même type de base avancée. Pour la Russie ou la Chine, pour la même raison. Et plus Taïwan devient militairement puissant, et plus il s'intègre étroitement avec les États-Unis, plus la Chine a d'incitation à agir et à intervenir. Sans l'implication directe des États-Unis, un affrontement direct entre la Chine et Taïwan serait quelque peu déséquilibré. L'armement avancé américain de Taïwan réduit quelque peu son désavantage quantitatif, mais il existe toujours un fossé assez important entre eux. La République populaire de Chine dispose de 4 fois plus de personnel, 2 fois plus de pièces d'artillerie, presque 3 fois plus d'avions, et d'une marine bien plus grande, avec 10 fois plus de sous-marins et 3 porte-avions, à zéro, et une gamme bien plus large de missiles et de drones avancés, sans parler de son arsenal nucléaire. La Chine aurait donc, en théorie, les moyens d'imposer un blocus et de bombarder Taïwan jusqu'à sa reddition, avant d'envisager une invasion si besoin. Il est difficile d'imaginer que si la Chine attaquait Taïwan, les États-Unis et leurs alliés resteraient inactifs. Dans ce scénario, la carte maîtresse des États-Unis est à double tranchant.
D'un côté, le risque qu'une invasion de Taïwan provoque une guerre avec les États-Unis est un facteur clé qui freine la Chine. D'un autre côté, si la Chine passe à l'action, l'implication des États-Unis garantit presque à coup sûr un affrontement plus large, potentiellement nucléaire. Pendant ce temps, à environ 1600 km au nord de Taïwan, des dynamiques très similaires sont à l'œuvre dans notre prochain point chaud majeur, la péninsule coréenne, où se trouvent la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette fois, cependant, il n'y aurait probablement pas que les États-Unis qui seraient entraînés, mais aussi les deux autres superpuissances nucléaires du monde, la Russie et la Chine. Comme le conflit Chine-Taïwan, celui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud oppose aussi des peuples proches, génétiquement mais très différents idéologiquement. À la fin de la guerre de Corée, un armistice a été signé et une zone démilitarisée, ou zone démilitarisée a été établie entre eux. Depuis 60 ans, une paix fragile règne le long de cette zone de 250 km. Là où une des forêts les plus sauvages du monde, refuge de milliers d'espèces animales, est bordée par l'un des lieux les plus fortifiés de la planète, des milliers de pièces d'artillerie et de mines terrestres sont déployées des deux côtés. Avec les 9 millions d'habitants de la capitale du Sud, Séoul, à portée facile des missiles du Nord, laissés entièrement à eux-mêmes, ce serait une confrontation intéressante, bien que extrêmement violente, entre les deux camps. D'un côté, vous auriez les Sud-Coréens technologiquement avancés, avec 600 000 militaires actifs, ce qui en fait la 5e plus grande armée permanente au monde, plus une force de réserve d'environ 3,1 millions. Ils disposent d'armes redoutables, comme le Shark A2 Black Panther et le K9 Thunder, tous deux produits localement, meilleur obusier automoteur de sa catégorie. À l'échelle mondiale, leur force aérienne exploite plus de 1000 appareils, dont des chasseurs furtifs F-35 A de pointe, des F-15K Slam Eagle et des chasseurs légers FA-50. La marine exploite une flotte de plus de 200 coques actives, comprenant des sous-marins et des navires de guerre amphibies, et les deux disposent d'un large éventail de munitions sophistiquées à tirer depuis ces plateformes. Face à eux se trouverait le Nord secret, dont les capacités militaires sont sans doute les moins bien comprises parmi toutes les puissances militaires de taille moyenne à grande. On estime qu'il dispose de plus de 12 millions de militaires actifs et de 560 000 réservistes supplémentaires, ce qui fait de la Corée du Nord la 34e plus grande armée au monde. La majorité des unités ont été produites entre 1950 et 1970. On pense que les forces terrestres sont équipées d'environ 4300 chars, 2500 véhicules blindés de transport de troupes, 2000 pièces d'artillerie tractées et automotrices et 1500 lance-roquettes multiples. De plus, on estime que 70% des forces terrestres de la Corée du Nord et 60% de ses forces navales sont déployées en permanence au sud de la ligne Pyongyang-Wonsan, ce qui signifie qu'elles pourraient lancer une attaque surprise à tout moment, si l'on en juge par la fréquence et la maîtrise de ces essais de plus en plus réguliers. Le Nord dispose aussi d'un arsenal de missiles en constante augmentation, en quantité et en qualité. Cela comprend des essais réussis de missiles hypersoniques à ogives manœuvrables. Encore plus inquiétant, la Corée du Nord détiendrait jusqu'à 60 ogives nucléaires et assez de matière fissile pour plus de 100 armes. Certaines estimations indiquent qu'elle pourrait en posséder 200 d'ici 2027. Elle a également testé plus de 100 missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires, y compris des missiles à courte, moyenne, intermédiaire et longue portée, ainsi que des variantes lancées depuis des sous-marins. On estime aussi qu'elle détient d'importants stocks d'armes chimiques et biologiques, pouvant être placés sur tous les missiles cités ci-dessus, ou placés dans des obus d'artillerie. Avec toute cette puissance de feu concentrée dans une zone à peu près de la taille du Minnesota ou du Royaume-Uni, le potentiel pour qu'un conflit entre les deux puissances devienne très rapidement extrêmement chaotique est immense. S'ajoute aussi la question des partenariats militaires profonds, avec d'autres puissances nucléaires des deux côtés. La Corée du Nord et la Chine ont un pacte de défense mutuelle depuis 1961. Cela oblige chaque partie à venir en aide à l'autre, en cas d'attaque contre l'une d'elles. En 2024, la Corée du Nord dispose désormais d'un pacte similaire avec la Russie et a démontré sa volonté de respecter sa part du marché, en déployant des milliers de soldats pour aider la Russie à repousser l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk.
La Corée du Sud est protégée par le traité de défense mutuelle de 1953 qui engage les États-Unis à la défendre contre toute attaque, y compris nucléaire, de la Corée du Nord. Les États-Unis ont retiré leurs armes nucléaires tactiques de Corée en 1991. Selon le traité, la Corée du Sud bénéficie toujours de la protection totale du bouclier nucléaire américain, appelé aussi parapluie nucléaire ou dissuasion élargie. Les États-Unis maintiennent plusieurs bases en Corée du Sud, abritant environ 28 000 soldats. Il est donc presque inconcevable qu'un affrontement important sur la péninsule n'entraîne pas tôt ou tard l'implication de toutes les autres grandes puissances. Et le plus effrayant dans tout affrontement entre grandes puissances mondiales, c'est cela. Toutes, y compris les États-Unis, possèdent des stocks limités d'armes conventionnelles, probablement insuffisants pour garantir une victoire totale. Cela signifie que plus un tel conflit dure, plus la guerre nucléaire se rapproche. Heureusement, sous les rodomontades belliqueuses des deux côtés, il semble, pour l'instant, qu'aucun des deux camps n'ait vraiment envie d'une confrontation à grande échelle. La Corée du Sud est l'une des économies les plus dynamiques et avancées du monde, et elle peut vraiment se passer d'être dévastée par une grande guerre. En revanche, on pense que la grande majorité des Nord-Coréens vivent dans une pauvreté rurale. Le grand risque a toujours été que le dictateur à vie de la Corée du Nord, Kim Jong-un, subisse une pression économique si forte que la guerre devienne une option tentante. Cependant, la hausse des échanges avec la Russie après le partenariat stratégique de l'an dernier et les relations améliorées avec la Chine semblent avoir atténué les pressions intérieures sur Kim. Plus la situation intérieure est stable, meilleure sera l'humeur de Kim, et plus les risques de guerre diminueront. À présent, nous allons brièvement évoquer un dernier conflit potentiel que beaucoup pensent susceptible d'éclater en 2026. La Russie, envahissant un ou plusieurs États baltes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, étant membres de l'OTAN. Une attaque russe contre l'une d'elles activerait l'article 5 et impliquerait probablement tout le bloc dans le conflit. Les risques pour l'Europe d'un tel affrontement sont évidents. Mais franchement, la Russie a déjà bien assez à faire en Ukraine. En 2026 sans ressources, ni attention disponible pour lancer une autre invasion, dans une région totalement différente du pays. Surtout si son économie est vraiment au bord de l'effondrement, comme beaucoup le pensent. Sauf provocation, surtout à Kaliningrad, il est peu probable qu'une Russie sous pression agisse ainsi. Avec la guerre qui fait rage en Ukraine, espérons que la raison l'emporte dans toutes les régions que nous avons mentionnées. Ainsi, l'an prochain, en dressant la liste des 5 conflits les plus susceptibles de provoquer une guerre mondiale en 2027, nous évoquerons encore uniquement leur potentiel, non la réalité d'un conflit majeur. Dans tous ces cas, bien sûr, nous suivrons de près ces conflits et tous les autres conflits les plus importants ici, dans l'émission militaire. Alors assurez-vous de vous abonner pour rester pleinement informé. Merci de nous avoir regardés.